Alors maintenant, on attaque la partie groupe et géométrie. Bon, ça, c'est un très vaste programme qui va nous occuper un petit moment dans le cadre de la leçon 191, parce que les groupes peuvent intervenir de plusieurs manières, de l'extérieur, de l'intérieur, et puis aussi quelque chose entre les deux. On va commencer par le groupe affine, bon, qui agit clairement sur la géométrie affine, et les sous-groupes du groupe affine. Qu'est-ce qu'il y a comme sous-groupe du groupe affine? Bien, il y a le sous-groupe distingué des translations, le sous-groupe distingué des homothéties. Il y a aussi des histoires qu'on peut raconter sur les sous-groupes finis, les isométries, hein, le groupe des isométries évidemment, avec les isométries positives qui constituent un sous-groupe distingué dans le groupe des isométries, et les isométries négatives, qui est juste une classe, et puis le groupe des similitudes, qu'on peut voir comme le normalisateur, qui est tout de même important, et qu'on peut voir comme le normalisateur des isométries dans le groupe affine. Bon, alors on peut dire qu'il y a des techniques d'algèbre, dans le sens que, d'abord, on se sert ici de groupe, de la loi rond, et du morphisme, on se sert très souvent du morphisme entre le groupe affine et le groupe linéaire, qui a une application affine, associe, bon là ici inversible, associe son endomorphisme associé. Voilà, et on va voir un petit exercice, il est dans le livre Géométrie de Michel Audin, hein, c'est 1.52, l'exercice. Alors c'est des exercices non corrigés, mais des exercices avec indication. Là ici avec l'indication on trouve directement, hein, surtout si, bon là on va le faire à peu près proprement pour que ça marque, mais vous allez voir il n'est pas difficile. Il est extrêmement original, je trouve, dans le sens que bon, il est connu quand même, mais il est singulier. C'est sur le sous-groupe des symétries centrales et translation. Effectivement, si on appelle phi donc ce morphisme-là, ici on a un sous-groupe distingué donné par identité et moins identité, hein, c'est un groupe isomorphe à z sur 2z, et il est distingué dans GL évidemment, parce qu'il est central, et donc phi moins 1 de IN, ça va être constitué de quoi? L'image réciproque de IN, on sait que c'est les translations, l'image réciproque de moins IN, on sait que ce sont les symétries centrales. Et bien, du coup, ça va nous donner un groupe distingué, hein, d'après, puisque c'est l'image réciproque d'un sous-groupe distingué de GL. Alors, maintenant, allons-y pour le problème. Vous connaissez, bon, vous savez que si vous prenez un ensemble de points, A1 fini, hein, jusqu'à AN, vous pouvez toujours construire le milieu des AI de AI et AI plus 1, de façon cyclique. Donc ça pose pas de problème. Mais maintenant, on va regarder le problème inverse. C'est-à-dire, partant d'un ensemble de points A1, A2, A3, A4, A5, que j'ai dessiné de façon cyclique, mais on peut ne pas le faire, on veut un ensemble de points B1, B2, B3 jusqu'à B5, tels que les AI soient milieu de BI et de BI plus 1, de façon cyclique, hein, bien sûr. Voilà. Alors, bon, regardons ça. On va dessiner ici le cas impair et le cas pair, puisque bon, vous allez voir que ça a son importance, c'est normal avec moins 1. Hein. Et on va construire, donc vous faites, vous le racontez avec l'histoire de l'analyse synthèse, on va faire une analyse, ensuite on fait une synthèse. Dans l'analyse, on construit les symétries centrales SA1, donc c'est la symétrie centrale de centre A1, jusqu'à rond, de droite à gauche, SA2, jusqu'à SAN. Et supposons qu'on ait bien construit la chose, qu'on ait cet ensemble BI, alors B1, quand on va l'envoyer par cette composée-là, regardons ce que ça va donner, SA1 de B1, puisque A1 c'est le milieu de B1 et B2, ça va donner B2,
puis SA2 de B2, bah, ça va donner B3, etc., etc. Et cycliquement, quand on va passer par SAN, on va retomber sur B1. Ce qui veut dire que B1 est un point fixe de ceci, de cette application que je vais appeler taux. Voilà, tout simplement. C'est assez joli. Maintenant, on passe à la synthèse. Mais qui est B1, justement? C'est un point fixe. Est-ce que le point fixe est unique? Alors, vous avez vu que si 1 n'est pas valeur propre, alors le point fixe existe et il est unique. Voilà, ça, c'est un peu vendu avec la décomposition canonique. Eh bien, regardez, si n est impair, bah, pas de problème. On regarde phi de taux, donc on regarde ce taux-là, hein, ça qu'on appelle taux. Phi de taux, bah, puisqu'on a un morphisme de groupe, bah, ça va correspondre à moins 1 puissance n, et n est impair, donc c'est moins identité. Ça va vers moins identité, donc 1 n'est pas valeur propre. Donc, en fait, on a une symétrie centrale, et donc, pour une symétrie centrale, ben, on a unicité du centre. Alors, vous voyez qu'on peut parler de technique géométrique pour l'unicité du centre, évidemment, puisque le fait que le centre est unique, géométriquement, c'est pas compliqué. Mais on peut aussi le voir algébriquement, puisque ça revient à résoudre un système. D'accord ? Vous voyez, dans cette leçon, ça vaut le coup de parler de ça. Donc, on a un point unique qu'on peut construire, voilà. Et on part de ce B1, et avec ce B1, ben, B2 il est construit, B3 est construit, etc., etc. Et on va revenir sur B1, et on construit l'ensemble ordonné des points BI. Voilà. Maintenant, si n est pair, alors si n est pair, c'est pas pareil, parce que là, ici, ce taux, ici, que je vais poser n égale 2m, et donc j'ai taux ici, et ben ça va être une translation, puisque son image ici, ça va être moins 1 puissance, moins identité puissance n, donc moins identité puissance n, ça fait l'identité, donc c'est une translation. Alors comme c'est une translation, et ben si c'est une translation de vecteur non nul, et ben il n'y aura pas de point fixe. Donc d'après l'analyse qu'on a faite, le problème n'a pas de solution. Voilà. Puisque s'il avait une solution, il y aurait un point fixe. Voilà. Par contre, si U est nul, alors bah, tout point va être invariant par taux, et donc vous allez pouvoir construire à partir de n'importe quel point un ensemble de solutions. Alors maintenant, on peut mettre ça un petit peu plus en place. Regardez que vaut le vecteur U. Alors le vecteur U, bah, puisque c'est pair, regardons SA1, ben, SA2 rond SA1. Ben, ça, c'est forcément une translation, puisque ça correspond à l'identité là-dedans. Moins I puissance 2. Et une translation de vecteur quoi? Ben, il suffit de regarder l'image d'un point, donc l'image de A1. Et vous voyez que A1 va être envoyé par SA1 sur lui-même, et ensuite par SA2 sur lui. Donc ça va être un vecteur, une translation, puisqu'on sait que c'est une translation, c'est forcément une translation de vecteur 2 à 1 à 2. Donc maintenant, on utilise l'associativité et on prend les gens 2 par 2, ce qu'on peut faire puisque n est pair. Et donc le vecteur U, comme on sait que quand on compose les translations, ben, les vecteurs ils s'ajoutent, le vecteur U va être au total 2 facteurs de A1 à 2 plus vecteur A3 à 4 jusqu'à vecteur A2m-1 2m. Voilà. Donc, de deux choses l'une, soit ce vecteur est non nul, et dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, soit ce vecteur est nul, et dans ce cas-là, tout point, B1, peut devenir un point de départ pour construire une solution. Allons-y sur les dessins, on peut dessiner tout ça. Hein. Ici, ben, c'est n impair, donc je sais construire mon B1, je vais prendre A1, d'accord. On va regarder l'image de A1 par taux. Où est taux de A1? Donc A1, bah, le premier, ça va faire A1, hein, c'est fait pour. A2, bah, on va être là. A3, donc SA3, bah, on va se retrouver là. Ici, SA4, on va se retrouver là. Et SA5, on va se retrouver à peu près là
voilà, taux de A1. Bon, je n'ai pas, désolé, hein, c'est pas très propre. Donc, ce qui va faire que ici, je vais avoir mon point ici B1, puisque lui va être le centre de la symétrie. On a vu que c'était une symétrie centrale, taux, hein, dans ce cas-là, puisque n est impair, et donc on prend le milieu pour avoir B1. Et donc à partir de là, bah, B1, je construis B2, ici, donc A1 est bien l'image de B1, B2, je construis ici B3, je construis ici B4, ici je construis B5, et là, par miracle, hop, j'ai mon B1. Voilà. Donc, on a le cas n impair. Maintenant, le cas n pair, ben ici, on voit qu'il faudrait que A1, A2 plus A3, A4 soient opposés. Alors, A1, A2 plus A3, A4 devrait être nul. Ben, A1, A2, il est comme ça. A3, A4 est là, ben, vous voyez, ça ne marche pas. Là, il n'y aura pas de solution. Par contre, je vais déplacer un petit peu A3 pour avoir un parallélogramme. Comme ceci, A3. Et là, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Hein. J'ai A1, A2 plus A3, A4 égale le vecteur nul. Donc, je peux prendre n'importe quoi au départ. Et ça peut être un jeu, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de géométrie comme ça en faisant des points comme ça. Ça peut occuper une partie de l'après-midi. Vous prenez n'importe quel point et ça va marcher à tous les coups. Hein. Donc, allons-y. Donc, prenons un. Prenons un. Donc, maintenant, B1 égale à 1. Ici, d'accord? Donc, ça veut dire que B2, il est là. Maintenant, B3 est là. Et B4 est là. Est égal à B1. Et tac, maintenant, quand je vais faire le milieu de B1 et de B4, ben, évidemment, ça va être 1. Voilà, donc ça retombe. Voilà, hein, donc ici, vous avez ça. Bon, après, vous pouvez prendre A2 si vous voulez, ou A4, ou même n'importe quel point, et des petits points. Et puis, à chaque fois, le bonheur de reboucler la chose, c'est le miracle du morphisme de groupe et de ce sous-groupe-là. Voilà. Michel Audin, géométrie, exercice 1,50. Alors, toujours dans le cadre des sous-groupes du groupe affine, on regarde des groupes d'isométrie. Alors, plusieurs histoires. D'abord, les groupes d'isométrie d'un solide. A priori, pour que ce soit intéressant, autant prendre un solide platonicien, comme ça le groupe est plus riche, hein, parce qu'il y a plus de symétrie, hein, parce que si on prend n'importe quoi, on va avoir le groupe trivial. Prenons donc le tétraèdre. Et il va y avoir, donc ici, j'ai mis en tableau à double entrée les histoires qu'on peut voir par les techniques d'algèbre, les histoires qu'on peut voir en géométrie. Comment voir la géométrie avec des techniques d'algèbre, comment analyser la géométrie avec des techniques d'algèbre. Donc là, on rentre dans le vif du sujet de la leçon 191. Alors, les sommets, par exemple, hein, du tétraèdre, vont correspondre ici, algébriquement, on va dire, à des points extrémaux, c'est-à-dire que c'est analysé avec des barycentres, des pondérations, etc., etc. On voit ça comme des points extrémaux. Et ce qui permet de faire une analyse de ce qu'on peut appeler intuitivement des sommets qu'on voit géométriquement, mais avec des points extrémaux, c'est plus précis. Derrière ça, il y a un théorème de Krein-Milman, hein, qui dit que tout solide compact et convexe est enveloppe convexe de ces points extrémaux. On peut faire partir un petit peu la leçon vers la convexité. Moi, je ne le ferai pas trop, mais bon, après, si vous aimez ça, vous pouvez le faire. Les isométries de delta 4, c'est-à-dire du tétraèdre régulier, eh bien, si on fait agir, c'est pour ça que j'ai commencé par ça quand même, si on fait agir le groupe is sur ces sommets, mais vus comme des points extrémaux pour bien montrer qu'on a effectivement une action, alors on montre qu'on a une action de groupe sur 4 éléments ici, et on arrive, grâce à l'action de groupe, par des techniques d'algèbre, à obtenir un morphisme de is delta 4 vers S4.
et encore avec d'autres techniques, montrer que c'est surjectif grâce à des générateurs, d'accord, un système de générateurs, ça c'est encore technique d'algèbre, et injectif grâce à des problèmes de repères. Voilà, ici, CVA, Carnet de voyage en algébrie, 363. Voir les P-silos, alors là j'ai l'impression que c'est plutôt la géométrie qui vient à l'aide des techniques d'algèbre. On voit les P-silos là ici sur un solide platonicien, mais on peut, bon, c'est un peu de l'arnaque de dire qu'on cède des P-silos pour voir ceci. Mais bon, si ça vous intéresse, en tout cas, le lien, c'est les sous-groupes de silos H2G2, donc le NH2G2, chapitre 12, 5.1.1. Alors oui, il faut faire attention dans cette leçon 191 de ne pas se tromper de sens. Hein, c'est bien des techniques d'algèbre au service de la géométrie et pas l'inverse. Et là, j'ai un petit peu peur que ce soit l'inverse. Bon, sinon, ici, géométriquement, on peut colorier les faces ou colorier des sommets et regarder ce qu'on appelle des coloriages équivariants, c'est-à-dire des coloriages, c'est-à-dire ça reste le même objet colorié, en quelque sorte, qui a été tourné. Donc c'est un autre coloriage, mais c'est le même objet qui a été retourné par SO3. Donc ici, on regarde is, par exemple, is plus de delta 4, qui agit sur le tétraèdre, et combien on peut faire de coloriage avec K couleurs. Et là, c'est la formule de Burnside qui vient nous aider. Comme technique d'algèbre, c'est pas mal. C'est dans le carnet de voyage en algébrie 3.6.6. Voilà des histoires que l'on peut placer, qu'on est obligé de rien hein, dans cette histoire. Hein. On a plein de mezzés là et on tape dedans, mais c'est comme on aime. Ok, alors maintenant, une autre histoire, toujours dans les groupes d'isométrie. On va regarder les sous-groupes finis maintenant de SO3. Ça, c'est une belle histoire. Alors, je vous conseille ici, donc, Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, mais le tome 2, hein, celui de 2015, et c'est sur le chapitre 9. Là, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quand même, on s'y retrouve parce que c'est vraiment joli et c'est captivant. Soit G, un sous-groupe fini de SO3, alors, si petit g est dans SO3, ben c'est une rotation, hein, vous le savez, donc elle a un axe. Bon, si ce n'est pas l'identité, évidemment, elle a un axe unique, et cet axe va couper, bien sûr, en 2 points, la sphère unité. Donc on a 2 points qui sont de norme 1, ici, qu'on va appeler P indice G et P' indice G, hein, pour tout G dans SO3. Maintenant, on va prendre G dans grand G, c'est-à-dire c'est le sous-groupe fini duquel on est parti. Et on va dire que grand G agit sur ces éléments-là. On va les appeler les pôles de grand G. Hein, d'accord ? Donc l'ensemble, on regarde l'ensemble des pôles. D'accord ? Alors pour vous, G, c'est grand G, mais pas l'identité. Hein, on retire de là l'identité. Et on va avoir ici des pôles. Et G, grand G, agit de façon naturelle, d'accord, sur les pôles. C'est-à-dire que quand on va regarder H étant dans grand G, quand il agit sur P indice G, eh ben, c'est en fait P indice H, G, H-1, ou P', hein, P ou P'. Et pourquoi ? Parce que quand on va regarder HG, H-1 de H de P de G, eh ben, vous voyez bien que les H se simplifient. G de P de G, ben, comme PG est un pôle ici, ben, c'est forcément P de G, il y a un invariant par G, et ensuite on applique H, donc ça fait bien H de P de G. Donc c'est un invariant là-dessus, et on va bien avoir cette formule. Ce qui va nous faire qu'on a une action, et quand on va appliquer à cette action la formule des classes, donc là c'est la formule des classes, on tombe sur une magnifique formule qu'on peut retrouver, cette formule est ton ami, parce que tu la retrouves assez souvent dans les mathématiques, dans ta vie de mathématicien. C'est la formule somme de i égale 1 à r de 1 moins 1 sur ni égale à 2 moins 1 sur grand N. Alors grand N,
c'est le cardinal de G, l'ordre de G si vous voulez. Et NI, c'est le cardinal ou l'ordre de tous les stabilisateurs des orbites pour cette action. Donc je vous rappelle, G agit sur les pôles de G. Voilà. On calcule la formule des classes pour cette action, d'accord, qui est finie. Et on va obtenir cette formule. On a R orbite de 1 à R. Et en fait, cette équation, c'est une équation diophantienne. Donc ça peut être aussi placé dans une leçon sur les équations diophantiennes. C'est une équation diophantienne célèbre. Et ensuite, à la fin, face aux solutions, et il y a très peu de solutions, ça va nous donner les types de groupes que l'on peut espérer avoir. Et donc, finalement, on tombe donc sur les solides platoniciens, globalement, plus d'autres petites choses comme le n-simplex régulier, une espèce de, vous imaginez, une espèce de diamant, mais avec un polygone régulier à n côtés, ici, là, et puis 2 points qui envoient ça. Voilà. Ça, c'est quelque chose de sympa. Je vous rappelle, chapitre 9 de H2G2, T2, où on monte cette action, on détaille cette équation, et ensuite on détaille la géométrie qu'il y a derrière. Voilà.